Il faut, dans la vie, se réinventer. Pour moi, la retraite arrive au jour de décès. Salut Romain, tu vas bien? Ça va? Enchanté, merci, vous allez bien? C'est en 1817, dans une mutuelle normande, qu'un petit groupe fonde la première société, à l'origine d'AXA, avec à sa tête Claude Bébéard, dont le rêve était de la transformer en un leader mondial de l'assurance. Et en 2025, le groupe AXA est un leader mondial de l'assurance, avec une capitalisation en bourse de plus de 90 milliards de dollars. Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec le PDG du groupe AXA, Thomas Buberl. J'ai voulu en savoir plus sur son parcours qui l'a mené jusqu'ici, ses réussites, ses échecs, sa vision aussi des technologies émergentes, la façon dont il voit le monde évoluer dans les 20 prochaines années et comment est-ce qu'il travaille au quotidien pour diriger en 2025 un groupe de 154 000 employés dans plus de 50 pays. J'ai lu que vous rêviez d'être musicien. À quel moment on passe d'un métier de musicien à dirigeant de l'une des plus grosses compagnies d'assurance au monde? Alors ce rêve est terminé. Parce que j'étais sur la voie d'être musicien, pour être concret, organiste. D'accord. Et je ne possède pas une capacité importante, c'est d'être capable de chanter. Et au lieu de me dire je vais arrêter très tôt parce que je sais que l'incapacité de ne pas être capable de chanter va créer une barrière, j'ai procrastiné et continué. Jusqu'au dernier examen où malheureusement c'était la chute parce que je n'ai pas passé à cause du fait que je ne peux pas chanter. Vous étiez où à cette époque? Elle a ressemblé à quoi votre enfance? J'étais en Allemagne et j'ai beaucoup travaillé. Chaque jour, j'ai fait plusieurs heures d'orgue pour vraiment devenir mieux parce que c'est difficile. Il faut deux mains et deux pieds à coordonner. Et en même temps aussi tirer, enlever les enregistres, c'est très complexe. Comment vous avez connu cet instrument? Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, l'orgue, ok, le piano je connais, mais alors l'orgue j'ai commencé par le piano, mais ça m'a toujours, c'était mon grand-père qui a joué un peu de l'orgue, mais plutôt de l'orgue à la maison. Et j'étais fasciné par cet défi de coordination entre les mains et les jambes. Comment vous avez après choisi la direction comprise vos études? Vous avez démarré dans la banque et les assurances aussi déjà, vous étiez toujours dans ce domaine-là. À quel moment vous avez fait un choix dans votre carrière? L'économie m'a toujours fasciné. À partir de quel âge? Vous en parliez à vos parents? J'ai très tôt commencé à faire des investissements, tout ça, et j'ai commencé dans la banque comme apprenti. J'ai voulu vraiment comprendre est-ce que ce métier m'intéresse vraiment, est-ce que je me vois là-dedans. Je me suis dit après 2 ans, c'est pas tout et j'aimerais aller plus loin. Alors là, j'ai fait mon service militaire en Allemagne et après, j'ai commencé mes études. Mais à la fin de mes études, j'ai eu du mal à décider qu'est-ce que je vais faire. Parce que c'est quand même un choix important et difficile parce que c'est un peu... oui, il faut quand même prendre le choix et après suivre son chemin. Et je me suis dit, OK, pour se laisser un peu plus de temps de décision et pour voir encore plus, je vais faire du consulting. J'ai rejoint le BCG à l'époque et j'ai fait plusieurs, je veux dire... C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Boston Consulting Group. J'ai vu plusieurs industries et là aussi l'assurance. Et c'est ce qui m'a frappé à l'époque, c'est le fait que l'assurance joue un rôle extrêmement important dans la société. Et en plus, j'étais un peu frustré, pour être honnête, après 5 ans, de toujours écrire des bonnes recommandations pour nos clients, mais de jamais être responsable pour soit avoir du succès ou aussi avoir du mal dans les décisions qu'on prenne. Et c'est là où j'ai décidé, OK, je quitte le consulting. Et à l'époque, mon chef après chez Winterthur, l'assureur que AXA a acheté, m'a offert ce poste de directeur de distribution et marketing. Et à la fin, on était tous les deux fous de même réfléchir à ça parce que je sors d'un cabinet de consulting où je dirige, je ne sais pas, 8 personnes, intrinsèquement motivées, et je passe à 4000 personnes. Et là, j'ai vu 2 choses. 1, il faut être suffisamment humble pour dire « je ne sais pas ».
Il faut demander aux gens et dans 99,9% des cas, la personne à laquelle tu demandes est prête à t'aider. Et 3, il faut s'inspirer par des gens et par un réseau. Et il faut aller au contact avec des gens où on s'attend à rien. Demander de l'aide, accepter d'être aidé et de ne pas savoir, et en même temps aller au contact de personnes... Des personnes où, qu'on par connaît exemple, pas du tout. Et... Je donne un exemple. Hier, j'ai passé 45 minutes avec un grand chef cuisinier en France. D'accord. On s'est vu il y a longtemps et moi j'ai voulu, et là on a brainstormé des idées, on a parlé sur les défis respectifs, on attaque les défis d'une manière différente, mais à la fin les défis ne sont pas si loin. Et je pense s'inspirer dans l'inconnu est super enrichissant. Quand tu dis que tu t'intéressais très tôt à l'investissement, les premiers boulots que tu as fait, tu as investi ton argent où? Tu as fait quoi? Tu avais déjà investi en bourse? Oui, j'ai investi. Alors, j'ai acheté des actions PenM, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est là parce que c'était les penny stocks. Je me suis focalisé sur les penny stocks, les stocks qui ont été en difficulté pour faire un peu d'argent, mais j'ai aussi perdu pas mal. Par exemple, le premier investissement où j'ai perdu, c'était, à l'époque, ça s'appelait EQ, c'était le prédécesseur de l'euro. Là, j'ai perdu mon premier argent. Et cette question de l'investissement dans les penny stocks m'a poursuivi jusqu'au mon doctorat, parce que dans mon doctorat, me suis focalisé sur la compensation du risque crédit. Cette idée de dire, OK, comment on peut se confronter avec l'inconnu, c'est vraiment le sujet le plus enrichissant. Quelquefois, ça nécessite un peu de courage. Par exemple, j'étais nommé il y a quelques années dans la réserve opérationnelle de la Marine nationale. Un terrain complètement inconnu pour moi, parce que j'ai une fois appris le français en 2016, j'ai dû réapprendre le français, parce que leur français est très différent à notre français là. C'est un métier très différent, une culture très différente, mais j'adore. Et se lancer dans des pistes nouvelles, inconnues, ça va juste ouvrir l'horizon. Aujourd'hui, quand je pense à AXA, je pense à une entreprise gigantesque, avec, à mon goût, beaucoup trop de gens et des process beaucoup trop longs. Comment est-ce que vous évoluez face à une concurrence qui est de plus en plus automatisée et 100% numérique? Alors, c'est vrai, nous sommes une grande entreprise, mais nous sommes un ensemble de beaucoup de bateaux. Okay. C'est pas, je veux dire, une entreprise qui est dirigée de ce siège. Ce siège donne la direction et c'est plein de petits bateaux dans des pays qui dirigent AXA. Et nous avons une philosophie très décentralisée. La responsabilité principale est dans les pays. C'est les pays qui dirigent, parce que c'est eux qui sont les plus proches de nos clients, pas nous. Un problème résolu à l'endroit où le problème émerge est 1000 fois mieux qu'un problème résolu à 1000 km de l'endroit. Et c'est pourquoi, oui, l'entreprise est grande, mais il y a plein d'entreprises, petites entreprises au sein d'AXA qui suivent le même cadre, qui suivent les mêmes valeurs, qui suivent les mêmes règles, mais c'est l'entreprise locale qui fait la différence. Il est vrai qu'on a beaucoup de gens, mais c'est pour une raison. 154 000. Oui. Qu'est-ce que c'est l'assurance? Je te vends une promesse. Ouais. Oui, tu peux prendre la promesse de la machine, mais tu veux quand même voir la personne. Et quand tu as un sinistre, tu veux voir la personne, parce que ce n'est pas la machine qui va te régler le sujet. Chaque sinistre est individuel, chaque sinistre a sa particularité. Et d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'aide, de dire, OK, voilà, cette inondation, on peut faire ça, ça, ça. À l'époque, ces gens-là se sont focalisés beaucoup de traiter et payer les sinistres. Demain, ces mêmes gens, ou des gens différents, vont se focaliser sur comment je peux t'aider pour éviter le prochain sinistre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les risques augmentent. Le coût de risque augmente. On va en parler, j'ai des questions. De moins en moins de gens peuvent se permettre de l'assurance. La seule manière de garder ce mécanisme de l'assurance et la cohésion sociale, par ailleurs, est de travailler ensemble pour éviter le prochain sinistre. Pour faire baisser les coûts d'une assurance aujourd'hui, il faut qu'il y ait de moins en moins de personnes qui aient de problèmes. Le plus grand levier est la prévention.
Okay. Il faut que l'assureur travaille ensemble avec son client, avec l'assuré, pour éviter le prochain sinistre. Rappelle-toi, sur 100 € de prime, 75, c'est les sinistres. Il faut travailler sur les 75. Qu'est-ce qui, du coup, selon vous, devrait être changé au plus vite dans le milieu de l'assurance? Cette question, comment on passe du paiement de sinistres comme activité principale à l'évitement de sinistres comme Okay. activité principale. C'est ça Okay. Okay. La plus grande transformation qu'on va maintenant vivre. C'est compliqué parce que, il faut changer notre métier. Il faut changer la mentalité des gens. 2, il faut de la technologie parce que c'est très lié à la technologie. Parce que pour faire de la prévention, ça ne peut pas se faire avec 100 000 personnes de plus. Il faut qu'on applique beaucoup plus de technologie, type capteur dans les usines, l'imagerie satellite, dans la santé, le suivi de la santé, etc. Il faut aussi la volonté de notre client. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut ré-responsabiliser l'assuré. À l'époque, l'assurance, c'était « OK, j'ai acheté une solution, je peux me reposer. Demain, j'achète la solution, mais je reste au centre de l'équation. » Ça me touche encore plus parce qu'il y a quelques mois, j'avais pris le matériel vidéo dans le train et je me le suis fait voler. J'avais posé la valise. Ça a été un enfer. Parce qu'en fait, pas un enfer dans le sens où je devais justifier, mais plutôt dans la complexité pour réunir le nombre d'informations. On m'a posé la question de à quelle heure tu as pris le train, quand est-ce que tu es sorti du quai pour avertir l'agent de sécurité, pourquoi est-ce que tu as déposé plainte le soir et pas juste le... Plein de questions qui, à mon sens, auraient pu être réglées avec de l'informatique, avec des connexions API aujourd'hui entre un système et un autre. Pourquoi la SNCF, par exemple, n'est pas connectée à l'assureur directement pour prouver qu'il a bien pris son train? Avec qui? Comment est-ce que ces technologies, pour vous, vont évoluer? L'intégration technologique avec nos partenaires et avec les clients, ça va évoluer. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, on a traité que du papier. Mon premier jour, mon assistante vient de me donner un pilier de papier. J'ai dit, c'est quoi? Ah, c'est votre email de la journée. Mais c'est pas Non, vrai. Sérieux? Ah oui. Alors, mon premier jour, j'ai reçu ça. L'assurance était extrêmement intense en papier. Aujourd'hui, nous sommes passés du papier à l'écran. Mais c'est plutôt dans l'interaction directe entre AXA et le client. La prochaine étape va être, il faut intégrer l'écosystème. Mais ça va se faire, je ne suis pas inquiet. Justement, beaucoup peuvent au contraire avoir peur des technologies émergentes, comme les intelligences artificielles. Vous travaillez déjà avec. C'est quoi le ressenti des 154 000 personnes aujourd'hui avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y en a une partie qui ont peur d'être remplacées? Est-ce qu'il y a des métiers aussi peut-être qui peuvent être mieux exécutés avec l'intelligence artificielle que par l'humain? Alors d'abord, je pense que le défi de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un défi technologique. Parce que choisir la bonne technologie est relativement simple. D'accord. Le défi de l'IA est plutôt un défi de change management. Le pouvoir dans l'entreprise est avec les gens qui sont avec le client. Et c'est aussi à eux de trouver les bonnes use cases pour l'IA. Ce sujet, comment on peut créer de la confiance avec l'IA dans l'entreprise est absolument fondamental. C'est pourquoi nous, on a choisi un chemin qui est peut-être atypique. On a commencé avec une formation des gens dans l'IA et avec la mise à disposition de Secure ChatGPT. On a voulu que les gens utilisent ChatGPT, mais dans un environnement secure. Après, deuxième phase, on a dit, OK, on va maintenant lancer des pilotes. Et là aussi, on a dit, vous lancez ce que vous voulez. On a lancé plus que 400 pilotes dans n'importe quelle direction. C'était vraiment la décision des entités locales, les petits bateaux dans les entités. Ces 400 use cases ont été aussi plutôt dans l'IA traditionnelle. Parce que il faut faire attention, je veux dire, monétariser l'IA génératif, j'ai encore beaucoup de questions. C'est pourquoi la majorité des cases, c'était dans l'IA traditionnelle. Traitement des données déjà Exactement, existantes, oui, pas la création des données. Coût de technologie très limité. La nouvelle phase est maintenant avec la GenAI sur deux piliers. Un, sur la partie du call center, comment on peut
plus automatiser les sujets, je veux dire, embêtants et administratifs dans les call centers, avec l'idée que le call center agent a plus de temps de comprendre le client, de se renseigner auprès du client et d'avoir une meilleure compréhension de ce que les clients veulent vraiment. Et l'autre côté, c'est alimenter le business. Parce qu'aujourd'hui, on utilise très peu des données. Quand j'assure cette salle-là, j'arrive avec mon risk engineer, je fais le prix, je fais le rapport dans le tiroir, prochain immeuble. J'arrive ici, je pourrais utiliser les 1000, 2000, 10 000 salles comme ça que j'ai déjà fait. J'aurai une richesse beaucoup plus grande. Et si je combine après la surveillance par des capteurs, tout ça, du risque dans le temps, je peux te donner une offre qui est complètement différente d'aujourd'hui. Ça vous inquiète quand même un peu de voir les GAFAM arriver avec tous les 2-3 mois des nouveautés complètement folles? Vous avez vécu l'arrivée d'Internet dans les années 2000, vous avez vécu plusieurs révolutions avec les technologies. C'est quoi pour vous le monde dans 20 ans? Je pense, on ne sait pas, je ne peux même pas te dire quel est le monde dans 2 mois. Vraiment? Même à votre niveau? Non, parce que ça change. Parce qu'on s'imagine parfois que les PDG peuvent quand même discuter aussi entre PDG. Alors, dans quelques semaines, j'ai mon séminaire stratégique avec mon conseil. Et pour préparer les documents, j'ai commencé à relire les documents de l'année dernière. Okay. Sur la question de quelle est mon appréciation du risque géopolitique. Il y a un an, les conclusions ont été très différentes d'aujourd'hui. Ça veut dire que le monde est en train de changer très vite. Et c'est ce qui se passe dans 20 ans, personne ne peut le dire. Cette vie qu'on a eue de stabilité totale où rien bouge, c'est fini. Et personnellement, je trouve ça assez excitant parce que s'il y a des changements, il y a des choses qui se passent. Et regarde, c'est ce qui s'est passé dans les derniers 10 mois, c'est pas passé dans les derniers 10 ans. Du coup, quel outil vous utilisez pour prédire les potentiels taux d'accidents ou de problèmes à couvrir pour vos assurés? Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir plein de capteurs dans son radar et en particulier des relations. Moi, je parle beaucoup avec des gens externes. On revient au sujet de s'inspirer de l'extérieur, y compris des gens où on pense c'est peut-être pas la personne avec qui je dois. Parce que quelquefois, les informations arrivent par hasard. Dans un monde complexe, il faut faire confiance aux gens et aux experts qui sont le plus proches du terrain. Et il faut être inspiré par eux. Par exemple, je passe beaucoup de temps au sein d'AXA de parler aux gens. Je fais très peu de rendez-vous formels. La plupart du temps, je parle aux gens. Je suis là pour aider les gens à se développer. Et dans un monde qui va changer continuellement, vous avez des enfants, vous leur conseillerez quoi pour s'adapter et pour vivre normalement malgré tous les changements et les bouleversements qui vont encore se passer? Je pense cette idée de dire ok, on va se dessiner une carrière de 40 ans à 20 ans, ça n'existe plus. Je dis à mes enfants, chaque jour peut et doit être une aventure. Et il faut se laisser guider aussi dans les aventures, mais il faut rester ouvert aux opportunités. Chaque jour est excitant parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et il faut sauter dessus quand on voit une opportunité. Mais de se dire, OK, dans 20 ans, je vais être à la retraite et je vais faire jouer au golf, je ne sais pas quoi. Non, c'est fini. Bon, on a rapporté des objets, plusieurs. Je vais commencer avec celui-là, que tout le monde connaît, qui est une Apple Watch. Il y a d'autres produits qui existent aujourd'hui. J'ai jamais acheté et jamais porté. Non, parce vous portez quoi comme montre? J'adore les montres suisses. J'aime beaucoup aussi. J'ai que les montres suisses. J'aime le traditionnel, j'aime la précision, l'innovation suisse. Alors, je sais que c'est très bien et pour, je veux dire, suivre sa santé. Et puis même, là, je tombe, il y a un électrocardiogramme qui peut être en temps réel, ça peut contacter les secours pour des personnes âgées qui tombent. Là, récemment, Apple a même annoncé, et d'autres, avec des réseaux satellites, tu es en pleine nature, il n'y a pas de connexion Internet, tu peux quand même par satellite envoyer ta position.
ça reste, je trouve, dans votre industrie en tout cas, des enjeux énormes que vos assurés portent ce type de produit, ça enlève du risque. C'est vrai, on a vu ça. Alors la santé dans ce segment comme toi, c'est beaucoup amélioré. Malheureusement, les gens qui ont des vrais problèmes de santé ne portent pas ces montres. On constate que ça s'est amélioré. Néanmoins, c'est juste, un point de comparaison. Si par exemple, tu fais tes 12 000 pas chaque jour, mais tu bois une bouteille de gin, que malheureusement cette montre ne va pas enregistrer, est-ce que c'est un poids bon ou pas? En fonction du rythme cardiaque, on a apporté aussi, merci Valentin, on a apporté la Oura Ring, on a apporté la dashcam, on a apporté aussi un détecteur Georide pour les motos, que des produits que j'utilise, il n'y a aucun placement de produit là-dedans. La dashcam, je vous assure, pour une voiture que j'ai là de temps en temps sur Paris, c'est ultra dissuasif. Par exemple, il y a des personnes qui vont se dire on va peut-être essayer d'aller emmerder la voiture d'à côté, plutôt que celle-ci, si jamais il y a la caméra qui tourne, on va peut-être éviter. Exactement. Donc, ça fait partie des la meilleure protection, toujours à la maison, c'est les panneaux de vidéosurveillance. Sans vidéosurveillance. Sans vidéosurveillance, exactement. C'est un enjeu pour vous d'avoir accès à ce genre de données? Ça dépend du client. Si le client veut les partager, c'est bien. Non, on utilise ces données. On a même des produits qui sont liés à ça. D'accord. Moi, j'y crois beaucoup parce que je pense... La Oura Ring oui, parce que le sommeil est, à mon avis, le facteur le plus important pour la santé. Parce que même l'alcool, on voit. Je peux te dire, par exemple, moi, je porte une montre chaque nuit. Pour mesurer mon sommeil. La première chose que je vois le matin... Connecté. Ok, d'accord. T'aimes juste t'as la passion de la montre mécanique. Pendant la journée, je reste traditionnel, mais dans la nuit, parce que je peux te dire exactement, si je vois mes statistiques du sommeil, comment la journée va se passer. Le sommeil est le sujet le plus sous-estimé dans la santé. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Pourquoi dormons-nous ?» que j'aime beaucoup, qui m'a été conseillé. Donc je le conseille aussi. C'est un facteur essentiel, ça et la nourriture. Il y a une analyse sur le café. Si par exemple tu prends un café à 14 heures, encore à 21 heures, tu as encore la moitié de l'effet de caféine qui est encore actif. Ça veut dire le café à 14 heures va avoir une mauvaise conséquence sur ton sommeil le soir. Le sommeil est la base pour les décisions de santé. La question que je me pose, c'est moi qui peux être en meilleure santé qu'une autre personne, est-ce que finalement je vais payer une assurance moins chère si demain je vous donne le droit pour avoir accès à mes données? C'est ça la direction. Moi je pense dans 10 ans, il n'y a aucune assurance sans prévention. Et la prévention va devenir partie majeure ou partie centrale de l'assurance. Il faut juste faire attention que ça se passe sur une base de cohésion sociale. On ne peut pas vivre dans un monde où les plus, sportifs, en meilleure santé, payent rien et la personne qui souffre des maladies chroniques paye le plus. Oui, parce que ça, c'est un malade. Non, ça ne va pas. Mais il faut que le mécanisme de diversification, de cohésion sociale reste. On peut privilégier et promouvoir la prévention, mais de dire si je suis en meilleure santé, je paye moins ou rien, ça ne roule pas. Et quand on parle de produits maintenant, j'ai un capteur sur ma moto pour savoir quand quelqu'un pourrait la voler, pour pouvoir la localiser. Est-ce que là, concrètement, comparé à une moto qui, elle, n'est pas protégée, je pourrais payer une assurance moins chère? Exactement, c'est ça le sujet de prévention. Toutes les mesures préventives qui vont être prises dans le futur doivent se refléter dans le prix et dans le développement du prix, sans, faire des compromis sur la question de solidarité de l'outil de l'assurance. Je pose aussi beaucoup cette question pour revenir à votre poste aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs sont CEO de leur propre boîte. Et parfois, beaucoup de CEO n'ont jamais été entrepreneurs. Pour vous, déjà, qu'est-ce qui fait un bon CEO? Un bon CEO, c'est le CEO qui comprend bien son rôle. Son rôle n'est pas d'être le micromanager et le meilleur expert de l'entreprise. Le CEO, c'est le Chief Engagement Officer ou le Chief Excitement Officer. On est là pour engager ces gens.
on est là pour aider ses collaborateurs, pour s'exprimer, pour donner le meilleur. Et pas pour les contraindre et pour micromanager. Tu peux nous raconter l'anecdote avec le fondateur de AXA, ce qu'il t'a demandé quand tu as pris le poste là, de PDG? Tu m'as raconté tout à l'heure qu'il t'a demandé de gérer l'entreprise comme si c'était... L'histoire d'AXA, et comme j'ai dit en entrant, c'est presque une entreprise familiale. On n'a eu que 3 dirigeants dans 40 ans. Et chacun des 3 dirigeants s'est marqué par le fait qu'il s'est comporté ou qu'il a agi comme un entrepreneur. Disons qu'on a vraiment travaillé sur le développement de l'entreprise, la culture, les valeurs, mais on a aussi pris tous les 3 des décisions très courageuses du long terme. Ou par exemple, mon prédécesseur m'a dit un truc qui m'a choqué. J'ai été nommé le 21 mars 2016. Et il me dit, écoute, maintenant, tu dois t'occuper de ta succession. Et je me dis, écoute, Henri, c'est juste le 2e jour. Est-ce que c'est tellement mal passé? Non, non, non. Il me dit, écoute, si tu veux trouver un bon successeur, ça prend des années. Il faut suivre des gens d'une génération beaucoup plus jeune. Et il a eu raison, parce que moi, j'ai fait 9 ans maintenant. Je vais rester pendant 9 ans. Si tu dis, OK, pour développer quelqu'un, tu dois faire des étapes de 3 ans, tu n'as que 3 étapes à faire. Être dirigeant et se comporter comme c'était sa propre entreprise, c'est ça où le bon mindset et le bon regard arrivent. J'ai retenu 3 choses que tu as dit dans un événement sur scène où tu t'adressais à des étudiants. Je crois que c'était dans l'une des premières écoles à Lancaster. Il y a 3 choses que tu as dit. La première, c'est « Soyez confiants, vous trouverez votre propre destin, mais vous devez explorer et apprendre ». Ça, on l'a abordé tout à l'heure. Et j'ai dit la même chose à mes enfants, parce qu'ils ont un peu, quelquefois, peur de trouver la bonne voie. Par exemple, ma fille fait des études de droit, et elle est maintenant dans la phase « Bon, je fais quoi? Je deviens avocate ou pas ?» Et moi, je dis « Écoute, laisse-toi porter, parle à beaucoup de gens, et laisse-toi porter par les opportunités qui arrivent. » On va trouver son chemin. Quelquefois, c'est en direct et quelquefois, ça prend des tournants à gauche, à droite. Et c'est pas grave. Choisissez un secteur et un environnement présentant un potentiel de croissance pour la société. Vous pensez que l'assurance en fait partie? Absolument. Regarde, quand j'ai commencé dans l'assurance en 2005, je me rappelle très bien, mes amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu changes du consulting qui était considéré comme le métier royal. » et tu te mets dans une bureaucratie. Aujourd'hui, l'assurance est considérée comme vecteur de changement des sociétés par sa capacité de souscrire des risques, ça veut dire de protéger des populations, par sa capacité d'investir. Et aujourd'hui, c'est relativement facile pour nous d'attirer des gens. Vous devez prendre des risques pour acquérir de l'expérience. C'est quoi les risques que tu as pris? Quand j'ai commencé, on était 80% dans l'assurance vie. Garantie là, taux de rendement là. Ça, c'est pas durable. Et on a dû changer l'entreprise de 80% assurance vie à 80% des risques techniques. Ta santé, ce bâtiment, ta moto, tout ça. Et changer un chiffre d'affaires de 100 milliards à l'époque. Et on a pris beaucoup de risques. Le cours de bourse est chuté. On a eu beaucoup de doutes et de questions des marchés, mais c'était une conviction qu'on a eue qu'il faut changer le modèle pour que AXA soit protégé pour le futur. Et dans ta carrière, il y a un risque dont tu te souviens? Regarde, je t'ai raconté sur le risque de passer du consulting à Winterthur à l'époque. J'ai pris un boulot, j'ai pas eu la conscience de l'ampleur de ce travail. Et je pense que les meilleurs choix se font dans la naïveté. Parce que si on réfléchit trop, on ne prend pas de risque. Ou par exemple, quand je suis arrivé en France en 2016, qu'est-ce que j'étais naïf. J'ai parlé très peu français. J'ai connu une personne, c'était mon prédécesseur. J'ai commencé de zéro. De zéro. Mais c'était excitant. Et je pense que c'est ça. Il faut, dans la vie, se réinventer. Pour moi, la retraite arrive au jour de décès.
Et la vie est composée des expériences différentes dans lesquelles on vit des aventures où on se réinvente. Et c'est ça qui fait la vie intéressante, de se réinventer. J'aimerais te laisser 30 secondes, c'est ce qu'on fait dans les 20 minutes avec, pour regarder cette caméra, celle-ci, à gauche, pour t'adresser directement à mes abonnés, à ceux qui nous écoutent, et leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils se préparent au monde de demain. Mon meilleur conseil est: laissez-vous amener par des choses qui arrivent. Soyez ouverts à tout ce qui arrive et soyez curieux dans votre vie en parlant avec des gens qui sont peut-être étranges du première vue, mais qui sont très inspirants pour vous-même au deuxième coup. Merci infiniment Thomas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, j'étais ravi.